Quel est ton fruit préféré? Moi, deux de mes fruits préférés sont l'ananas et la mangue. Il se trouve qu'en Afrique, on a un très gros problème de conservation de nos fruits. Malheureusement, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un producteur de mangue, perd à peu près 40 à 60% de la production annuelle de mangue. Oui, vous avez bien entendu, 40 à 60% des mangues sont juste perdues. Qu'est-ce qu'on fait des 40% restants? Eh bien, tenez-vous tranquille. Moins de 2% des 40% restants sont transformés. Il y a donc là-dedans un énorme boulevard. Et un entrepreneur a décidé de s'attaquer à ce problème. On va discuter avec lui aujourd'hui. David, c'est un Ivoirien de la diaspora américaine et qui aujourd'hui a créé une compagnie justement qui transforme les mangues, demain les ananas et ensuite pour le restant de plus en plus de fruits. Il va nous expliquer simplement comment il fait ça en fait, quel est son process et vous allez découvrir, j'en suis sûr, une opportunité en or parce qu'il y a beaucoup de place à saisir. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer du tout. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis entrepreneur dans la diaspora mais aussi en Afrique et je motive les Africains à davantage se lancer dans l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire développer notre continent. Donc si tu veux suivre toutes nos belles aventures entrepreneuriales, tu t'abonnes ici parce que tu vas recevoir plein de conseils, des pépites qui vont t'aider toi aussi à développer tes propres activités et pourquoi pas à avoir davantage de succès. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'une interview avec un entrepreneur, comme je l'ai dit en amont. Mais si tu veux davantage aller un peu plus loin toi-même dans tes projets, sache qu'on a créé une batterie de formations qui sont disponibles sur notre site investiraupais.com, onglet formation. Et puis pour les amis qui sont dans la diaspora américaine, canadienne ou même européenne, sachez que très prochainement, on organise des journées de formation pour vous donner les clés pour que vous aussi, vous puissiez revenir investir au pays et contribuer à développer nos pays. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont en France, on est ensemble le 8 octobre. Pour ceux d'entre vous qui sont au Canada, on a deux dates, Montréal le 20 août et Toronto le 21 août. La semaine d'après, on est aux États-Unis pour deux dates là aussi. D'abord à Manhattan, à New York, le 27 et ensuite au Maryland le 28 août. Donc, pour toutes ces dates-là, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous permettent de réserver rapidement vos places. Je ne vous en dis pas plus. Allons retrouver notre invité du jour. C'est parti. Salut David. Salut. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. Est-ce que tu veux juste en introduction te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Voilà. Je suis Sylvain Daouda Nyenefolo. Je suis gérant et fondateur de DC Company. C'est une structure qui fait la déshydratation de mangue, d'ananas et la consommation de mangue en huile de mangue et en beurre de mangue. Je suis aussi fondateur de Widen LLC aux États-Unis où on fait la commercialisation de bijoux traditionnels. Et, bijoux traditionnels africains, c'est ça? Et je fais aussi... Pour le marché américain. Pour le marché américain, exactement. Et je fais aussi... je suis cultivateur, donc je fais du hors-sol et aussi de la location de voitures. Et je suis aussi le directeur de T-Boss, qui est une structure non gouvernementale qui existe sur le net aussi. Et qui fait quoi? Et avec T-Boss, on collecte des livres pour enfants et on a pour objectif de faire venir un bus et transformer le bus là en bibliothèque ambulante à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et il pourra parcourir les écoles, les établissements primaires et introduire les petits frères à la lecture. Donc, voilà. Très bonne idée. On a besoin de davantage de lecture ici. Ouais. Moi, alors, on l'a vu, hein, tu fais beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Déjà, pourquoi ça a besoin de faire beaucoup de choses? Il faut dire que j'ai toujours voulu faire certaines choses et j'étais toujours dans une situation où j'avais du mal à me lancer. Et j'avais ces idées-là. Toutes ces idées-là, je les ai mûries il y a vraiment longtemps. Et j'avais du mal à me lancer et j'ai voulu être dans une situation où je m'occupais. Je pense qu'on peut impacter ce qu'on fait dans notre environnement de différentes manières. Et donc, je fais beaucoup de choses, mais tout ce que je fais, dans ma tête, il y a un processus et puis ça make sense, comme on dit. Il y a un sens, tu suis une logique en fait. Parce que un aide l'autre à travailler et ainsi de suite dans ma tête. Et donc je fais ça parce que je pense qu'on est jeune aussi
Et c'est le moment d'être occupé, c'est le moment de faire des choses. D'essayer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce que je trouve souvent dommage que des jeunes ne prennent pas de risques. Parce que je me dis, mais si tu ne prends pas de risques quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, quand tu as 40 ans, c'est pas à 60 ans que tu vas commencer à prendre des risques. Parce qu'à la limite, quand tu as 20, 30 ans, tu peux prendre un risque, ça se passe mal et tu as le temps de rattraper derrière. Mais si tu prends un risque à 60 ans et que ça ne marche pas, c'est très compliqué. Mais alors, dis-moi, d'où t'es venue l'idée? Déjà, toi, tu pars de la Côte d'Ivoire pour les États-Unis dans le cadre de tes études, j'imagine, comme la plupart des jeunes. D'où te vient l'idée de dire, je vais revenir, littéralement investir au pays? Pourquoi tu fais ça? J'avais toujours voulu revenir. Tu galérais aux États-Unis? Non, ça se passait bien. Je travaillais, je gagnais bien ma vie. J'ai pu, payer, commencer avec une maison là-bas, avec le travail que je faisais. Tout se passait très bien. Tu as quel background en termes de formation académique? En termes de formation, j'ai fait économie et puis j'ai fait business administration. Et je ne suis pas allé plus loin que ça, moi. Mais j'ai pu avoir un boulot à à la maison mère où je travaillais et je gagnais bien ma vie. J'étais bien payé. En tout cas, ça allait. Et en 2018, on m'appelle pour me dire que mon père est malade et il faut rentrer au pays. Donc, on sait ce que ça signifie, ce genre de choses-là. Et donc, je prends mon avion, je rentre rapidement au pays. Quand mon avion a atterri, mon père rend la vie et il décède. Il rend l'âme. Donc, juste quand tu arrives à l'aéroport d'Abidjan. Et moi, ça m'a choqué, en fait. Bien sûr. Moi, c'est quelqu'un qui travaillait, qui bossait, qui était toujours ingénieur agronome, qui est vraiment studieux, qui était bien. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il avait plus à donner. Et il n'a pas eu le temps de le faire. Parce que je disais à mon père quelques mois en avant, ah non, il faut écrire un livre. J'étais tellement dans la culture, il faut faire ce genre de choses. Et il est parti brusquement comme ça. Moi, ça m'a choqué. Et donc, quand je suis reparti, j'étais plus le même. Je voulais plus rester là-bas et je sentais un besoin de revenir. Je voulais toujours revenir, mais ça s'est accentué avec le décès du vieux. Donc, je reviens, j'ai commencé à revenir maintenant au pays, une fois, deux fois, et je posais des questions. Des amis qui sont restés ou bien qui sont revenus, si vous avez des idées de business, si vous voulez faire, moi, vraiment, c'est ce que je veux faire maintenant. Et j'ai rencontré un ami comme ça, Capo Chichi. Et on a discuté et il m'a dit, tu sais quoi, et si on faisait des mangues séchées? Et j'ai dit, mangues séchées, est-ce qu'à Abidjan ici, là, on mange des mangues séchées? On a discuté et il a dit, non, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Et en même temps, quelques mois après, on a commencé déjà à mettre l'entreprise en place et on a commencé à mettre les choses en place, les documents, la documentation et chercher des personnes qui allaient pouvoir nous aider à faire ces mangues séchées. Parce qu'on savait que ça allait être difficile de trouver des gens en Côte d'Ivoire qui savaient faire les mangues séchées. Donc on a appelé des amis au Burkina. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait le Burkina Faso. Et j'ai fait mon BPC, mon bac au Burkina Faso. C'est là qu'on a découvert les mangues séchées, en fait. OK. Et donc, c'est vrai que le Burkina, il y a cette culture de fruits séchés, en fait. Voilà. Et donc, j'ai fait mon BPC à Tussiana, à l'école catholique Tussiana, et j'ai fait mon bac à Bobo-Dioulasso. Et donc, on savait déjà le fruit, ce que ça donnait, comment c'était. Donc, on se connaissait, on aimait déjà ça. Et donc, on s'est lancé. Et au départ, c'était compliqué. Au départ, on a demandé, on a trouvé quelqu'un au Togo, par exemple, qui dit qu'il savait faire ces machines-là. On a trouvé des gens au Burkina. On a trouvé quelqu'un aussi en Côte d'Ivoire. Alors, de quelle machine tu parles? Je parle de déshydratation de fruits. Tu voulais un déshydrateur? Un déshydrateur. OK. Et on a trouvé le monsieur au Togo. Le problème, c'est que c'était au Togo et c'était loin. Et si on avait des problèmes avec la machine, comment on allait faire? Pas maintenant, au Burkina, c'était un peu plus cher quand on a discuté avec le monsieur. En Côte d'Ivoire, on s'est dit, bon, tu sais, il a dit qu'il sait faire. Il fait déjà des machines. Et donc, on va se lancer avec la Côte d'Ivoire parce que lui, d'abord, il est sur place. Et puis, ça fait idéal. On était un peu idéaliste. C'est en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais on a eu de grosses difficultés au départ. C'est-à-dire qu'avec la machine, d'abord, il a accusé 1 mois et demi de retard. La campagne de mangue, c'est 3 mois. Oui. Et avec 1 mois et demi de retard, pendant ce temps, on avait déjà nos employés qui étaient sur place. On avait déjà le local qu'on avait commencé à louer. On avait déjà les choses qu'on avait mis en place. Donc, pendant 1 mois et demi, on payait des gens pour rien faire. Et donc, ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on prend la machine, ça arrive à Cinématiali, où on fait nos mangues à Cinématiali, et on arrive sur place, la machine ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il nous a fait les tests devant nous, tout ça là. Qu'on arrive, la machine ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce même week-end-là, c'était un week-end, Chris était là, moi j'étais aux États-Unis, on était en Zoom, on s'est transformé en machiniste. En fabricant de machines. On a essayé de modifier, tâtonner, appeler comment on peut faire. Et nous, on a allé voir un soudeur qui a essayé d'arranger la machine.
Donc, comme ça ne vient pas avec un mode d'emploi, donc quand la machine est venue, on a pris 1 semaine, presque 2 semaines encore à tâtonner, essayer de voir combien de temps la machine peut déshydrater, à quelle température, ce genre de choses-là. Et donc, c'était les premières grosses difficultés. Mais on a pu, quand même, la première année, produire 5000 sachets de 100 grammes, déjà avec la première année. Alors, juste pour qu'on voit bien de quoi tu parles, Ouais. On parle de sachets comme ça. Voilà. 100 grammes, 100 grammes. 5000 sachets. 5000 sachets la première année. Dès la première année. En 1 mois et demi. Voilà. Et donc, Okay. En 1 mois et demi. Voilà, en 1 mois et demi. Oui, le reste de la campagne. Voilà, le reste de la campagne. Donc, on a pu produire ces sachets-là. Au départ, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que la machine prend à peu près 10 heures, 9 heures pour produire. Et donc, il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Donc, au départ, mes employés faisaient et puis ils partaient dormir. Après, j'ai dit, bon, attends, ça là, on ne pourra pas s'en sortir parce qu'il nous reste seulement 1 mois et demi pour la fin de la campagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas dormir. Vous êtes un certain nombre. Il y a des gens qui vont dormir, il y a des gens qui ne vont pas dormir. Donc, on a fait en rotation comme ça. Il y a des jours de repos pour certains. Donc, on faisait ça pour qu'on puisse avoir au moins une certaine production. Donc, quand on a eu la production, on avait déjà commencé à faire la publicité avec le design du logo qu'on a, de l'emballage qu'on avait déjà. On a parlé de ça à nos parents, nos amis. Et dès qu'on a eu, il y avait déjà même des demandes, même des commandes déjà. Ils n'avaient jamais goûté, mais c'était des parents et des amis qui voulaient nous encourager. Donc, on a pris la première commande. Quand c'est venu, ce sont des parents et des amis qui ont commandé 2 sachets, 3 sachets, 5 sachets pour nous. Et quand ils ont commandé, ils ont trouvé que c'était bon, tellement bon, qu'ils ont commandé encore. Maintenant, ils doublaient la commande. Ils disaient non, on veut 15, on veut 10, on veut ça. Et donc, ça fait qu'en 10 jours, 1 semaine, on a vendu 1000 sachets déjà. Et on était débordés même. Et donc, ça s'est bien passé la première année. On a écoulé malheureusement nos sachets très vite. À un certain moment, on a arrêté de vendre à des personnes à qui on avait déjà vendu 1 ou 2 fois. On ne disait pas qu'on était en rupture, on disait vraiment les commandes faisaient qu'on ne pouvait plus satisfaire ces personnes. On a essayé de montrer ça. Togo, on a allé vendre au Sénégal. Oui, on a vendu, on a expédié, on a envoyé ça au Burkina même, qui produit aussi. On a pu faire partie certains des sachets au Canada, aux États-Unis. Et ça s'est très bien passé. De la même manière, ça s'est écoulé. C'est comme ça, c'est écoulé aussi là-bas. Et donc, c'était un peu un succès. Le lancement. Le lancement. Waouh, OK. Pourquoi vous êtes parti vers les mangues séchées quand on sait qu'habituellement, c'est pas dans les habitudes des gens ici de manger des mangues séchées? Est-ce que c'est pas un pari un peu risqué? Oui, c'est risqué parce que selon mon analyse, je pense que les Ivoiriens, comme on est tellement, la terre est fertile, on a les fruits qui poussent à chaque fois. On n'a pas cette habitude-là d'essayer de conserver un fruit sur une longue période. Donc, il y a des pays comme le Burkina où c'est différent, ils essaient de faire, ou bien au Costa Rica, ou bien aux États-Unis, ils aiment ça. Et donc, il y a des pays spécifiques où ils font ça. Donc, le challenge, c'était quoi? Soit on vendait à l'extérieur, comme certaines structures qui font ici, ou on vend ici, et aussi on essaie de se faire connaître à l'extérieur. On a parié sur les deux. On s'est dit que, parce qu'on avait regardé une vidéo, par exemple, sur le cacao, où les producteurs de cacao, goûtaient du chocolat pour la première fois. Oui, vous ne connaissez pas le chocolat. Et moi, ça m'a choqué. Ça a choqué tout le monde. Moi, ça m'a voilà. bah oui. Donc, si on fait des mangues en Côte d'Ivoire, ce sont des mangues qui sont en Côte d'Ivoire. Le consommateur ivoirien doit goûter ces mangues-là si on les transforme d'abord. Et après, maintenant, on peut vendre à l'extérieur. C'est notre idée. On veut vendre à l'extérieur parce que franchement, notre plus-value, on vend plus à l'extérieur. Et il y a des entreprises qui sont en Côte d'Ivoire, qui font des mangues séchées, mais qui décident stratégiquement de vendre seulement qu'à l'extérieur. Elles gagnent plus, mais nous, on a décidé de vendre en Côte d'Ivoire et de vendre aussi à l'extérieur. Et la mangue, d'abord parce qu'on aime les mangues. Voilà. On a voulu faire ça parce qu'on aime les mangues. Deuxièmement, en séché, ça nous permet de garder la mangue et on connaît déjà le produit. On adore aussi ce produit-là. Donc, c'est un produit qu'on aimait et ce n'était pas tellement sur la Côte d'Ivoire. C'est après, maintenant, avec l'étude des statistiques, qu'on s'est rendu compte que, waouh, comment se fait-il que la Côte d'Ivoire produit 180 000, 200 000 tonnes de mangue chaque année et il y a 40 à 65% qui pourrissent. Non. Il y a 40 à 65% qui pourrissent. 40 à 65% de la production qui pourrit. Et ça, bon, ça c'est... Et le taux de transformation en Côte d'Ivoire est moins de 2%. C'est-à-dire tous ceux qui font jus, c'est moins de 2%. Et quand tu regardes même ceux qui... la vente des mangues même à l'extérieur, c'est 40 000 tonnes seulement qu'on vend, selon des statistiques de 2018. 40 000 tonnes seulement qu'on vend
à l'extérieur. 40 000 tonnes pour un revenu de 10 à 12 millions de dollars, c'est vraiment peu pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un fruit inexploité. On ne voulait pas seulement commencer avec la mangue. Donc, on a commencé avec le produit, mais on extrapole cette année déjà avec l'ananas, avec d'autres produits qu'on va introduire. Et la mangue, on veut l'utiliser bien. C'est-à-dire, on utilise seulement la chair pour faire le sécher, mais on veut utiliser aussi le noyau pour faire du beurre de mangue et de l'huile de mangue. Et ça nous intéresse parce que ça nous permet de pouvoir exploiter la mangue en entièreté. On peut faire plus, hein, mais on va commencer avec ces 3 produits-là. Alors, du coup, on va parler un peu de ton process. Yeah. Où est-ce que tu t'approvisionnes en mangue aujourd'hui? Et quelle est la qualité de tes mangues? Voilà, on s'approvisionne au nord de la Côte d'Ivoire, à Sinématali, à Ferké, à Korogo, où on peut trouver les mangues. Parce que c'est là-bas, la majorité, la grosse production en Côte d'Ivoire par rapport aux mangues, ça se trouve au nord de la Côte d'Ivoire. Okay. Donc c'est là-bas qu'on a installé notre unité de production. Et donc on s'approvisionne. Mais auprès de qui? Auprès de producteurs? On s'approvisionne auprès d'une société? Non, pas une société, pas une coopérative pour l'instant. On s'approvisionne directement auprès des producteurs. Okay. À Ferké-Sétougou. On s'assure, parce que la personne qui est à la tête de notre unité de production a de l'expérience en matière de mangue. Lui, il vient du Burkina. Donc, on allait le décrocher. Il travaillait dans une société familiale. On allait le décrocher là-bas. Donc, chaque année, quand il vient avec son expertise. Il a au moins 7 ans à 8 ans d'expérience en matière de fruits et de mangue déshydratés. Et donc, on fait ça comme ça. Et donc, on s'assure de la qualité de la mangue, vraiment. Parce que quand les mangues, quand elles tombent, c'est un impact. On s'assure de la qualité. Grosses mangues. Voilà, on s'assure de la qualité. Et donc, dans le process, quand ça vient, on a un processus de nettoyage de la mangue elle-même d'abord, en tant que fruit. Donc, on nettoie ça plusieurs fois, on lave ça plusieurs fois avec des produits pour s'assurer qu'il n'y a pas d'intoxication ou des choses comme ça. Et on rince plusieurs fois aussi pour s'assurer aussi que le produit ne reste pas, même si c'est inoffensif. Et donc, on a des employés qui sont habillés convenablement, c'est-à-dire qui ont des chapeaux, des gants, ils sont protégés, une table qui est dédiée à ça et avec des gants à protéger du début jusqu'à la fin. Et ensuite, le processus, on a un processus qu'on suit. Tu mets 100% bio. 100% bio. Ça, par contre, ça, c'est une erreur. C'est une erreur d'abord parce que la première année, quand on a mis 100% bio parce que, sincèrement, nos mangues sont bio. Mais, ça, ce sont des erreurs de débutants. Ça, il faut s'assurer d'abord que c'est déjà bio, non seulement au niveau des producteurs, et c'est bio aussi, moi j'ai appris maintenant au niveau de la fabrication. Donc pour ceux qui veulent s'intéresser, qui veulent faire ça, il faut s'assurer avant de mettre ça. Normalement, on doit mettre 100% naturel. Et c'est quand maintenant que tu as la certification que tu mets 100% bio. En fait, bio, c'est un label. Voilà, c'est un label. Quand tu dis que tu es 100% bio, ça suppose qu'un organisme est venu extérieur chez toi et a validé que tu respectes. C'est ça. Et donc, on a changé le packaging. Donc, on pourra, on a changé l'emballage. On a changé en contenance aussi. C'est-à-dire qu'on a les 100 grammes. On a des personnes actuellement qui veulent assez. 100 grammes, c'est plus assez pour eux. Ils veulent avoir la possibilité d'avoir son famille, enlever et puis pouvoir servir souvent. Les enfants. Donc, on va faire des sachets de 200 grammes et de 500 grammes. Et, même un kilo, on pourra hein, aussi. Tu pourras. Oui, on pourra. Si après, on va ajouter ça. Et on a changé en anglais et en français. Pourquoi? Parce que on veut pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Et c'est actuellement en anglais, en français. Et quand on va aux États-Unis, c'est vrai que ça sort, ça reste pas. Mais on veut que l'anglophone puisse lire. Et aussi, l'anglais, c'est la langue officielle partout. Du business. Et donc, quand tu t'en vas, c'est la langue du business. Et donc, on pourra avoir des personnes qui pourront consommer et lire ce qu'on a sur nos packaging. Et puis peut-être pour toucher d'autres marchés, peut-être le marché nigérian, par exemple, des trucs comme ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle la contenance aussi sera l'innovation. Aussi, on va faire des tests actuellement pour faire de nouvelles saveurs. Parce que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mangue séchée flavored. Donc, ça, c'est un test. On veut voir ce que ça va donner. C'est-à-dire saveur gingembre, citron, saveur. Donc, on veut mettre ça sur le marché pour voir ce que ça va donner d'abord avant de se lancer dedans. L'ananas, on va commencer l'ananas cette année. On est déjà pour l'ananas, on veut parler avec des gens déjà qui s'y connaissent en Côte d'Ivoire et qui sont vraiment connus pour ça. Donc, on peut parler avec l'INPHP actuellement qui a la connaissance parce que eux, ils font dans un laboratoire pour tester quel type d'ananas, quel genre de sucre, les mangues, même si c'est ensablé, si ça colle aux dents, ils savent quel type de mangue utiliser. Donc, si on arrive à entrer en partenariat avec eux, ils pourront nous donner l'expertise qu'ils ont
et technique et travailler avec eux. Aussi, par rapport aux certificats dont on parle, on est en train de travailler actuellement pour rentrer dans le marché américain. Il faut des certificats. Donc, il y a le FDA qui te permet de rentrer sur le territoire américain. Il y a le USDA qui permet de dire que c'est bio ou bien c'est naturel. Et il y a le Fair Trade qui nous intéresse pour le consommateur à l'extérieur surtout, qui a souvent besoin de savoir quel type, qui ou d'où ça vient, quelle est la traçabilité en fait de nos produits. Et donc, avec tout ça, on pourra avoir un site web pour pouvoir déterminer la traçabilité de nos produits et dire comment ça se passe et aussi s'assurer aussi que les cultivateurs aussi soient payés clairement. Donc tout ça, on veut être aussi clair et comment on appelle ça, transparent. C'est un peu ce qu'on appelle, à défaut d'être bio, tu as ce qu'on appelle éco-responsable. Voilà. Et puis maintenant, peut-être à un certain moment, organiser des personnes qui pourront nous aider. Déjà, moi, je parcours les champs. Hein. J'étais, derrière Korogo. Si j'ai la chance, je vais partir à Bundiali pour aller voir des personnes qui ont des champs de 100 hectares, 150 hectares, qui n'utilisent aucun pesticide, qui n'utilisent pas d'engrais, mais qui n'ont pas de certificat. Et donc, eux, les aider peut-être à faire ces certificats-là ou bien parler avec eux pour qu'elles fassent ces certificats. Un label, ouais. Voilà. Et ça nous aide, ça aide ces personnes-là à pouvoir vendre parce que apparemment, selon mes recherches, bon, on fait 30 francs le kilo de mangue si c'est pas bio. Mais quand c'est bio, quand il y a le certificat, c'est le double. Ah oui, quand même. Voilà, donc ça te permet... C'est un investissement que tu rentabilises. Voilà, que tu rentabilises. Et on peut les aider à faire les documents. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas le temps ou bien des cultivateurs, nos parents qui n'ont pas ces notions-là. On peut les aider. Et puis là, ça nous arrange et ça pourra nous permettre à un certain moment d'avoir, qui pourra mettre bio vraiment et être fier de ça. Comment tu fais pour sécher tes mangues? Parce que je trouve que c'est très bon. Merci. C'est des déshydrateurs, c'est la machine. Moi, je suis pas expert, hein. Mais les déshydrateurs, quand on découpe les mangues en lamelles, on les positionne sur des paliers et on met les mangues dessus. Et donc, ça prend un certain nombre de temps. C'est-à-dire que nos machines actuellement qu'on a, ce sont des capacités de production de 10 à 15 kilos par jour. C'est pas beaucoup. Donc, et ça prend 8 heures, 9 heures de temps pour sécher souvent les mangues là. Et aujourd'hui, nous, on est en recherche de financement pour pouvoir accroître nos capacités de production. On a des machines qui existent actuellement en Afrique du Sud, en Chine, en Thaïlande, dans d'autres pays, qui nous permettent, par exemple, de pouvoir augmenter notre rentabilité au niveau de la mangue. On a une rentabilité aujourd'hui de 9%. C'est-à-dire que quand on prend une mangue, c'est 9% de la mangue là qui devient séchée. Et il y a 9%. Actuellement, avec nos machines qu'on a. 9% de la mangue. On a eu une deuxième machine. Et là, c'est un autre discours encore par rapport à cette machine qui a pris feu à un certain moment. Parce qu'au lieu de nous vendre des déshydrateur, il nous a vendu un four. Et on a pris le four, on lui disait, mais tes mangues là, la machine que tu nous as donnée là, cette année là, ça n'arrive pas, ça brûle nos mangues, on n'arrive pas à... Il dit non, c'est pas, on maîtrise pas comment on fait les mangues là, on ne maîtrise pas la machine. On dit bon, comment on maîtrise pas, faut venir, tu vois, on va payer ton transport, on va payer ton hôtel, tu vas venir. Il a traîné, un moment, la machine a pris feu un jour. Et moi, j'ai dû me rendre en urgence à Ouaga pour aller parler à des gens, je devais aller à Bobo-Dioulasso. Mais je devais faire un choix. Donc, je suis allé à Ouaga parce qu'on m'a donné des numéros là-bas. Et finalement, ça s'est pas concluant. Mais j'ai eu des contacts. Et donc, finalement, on va partir avec des gens qui sont au Burkina d'abord, avant d'avoir un financement conséquent, pour obtenir une machine qui pourra nous produire, au lieu de 10 kg par jour, qui pourra nous produire 195 kg ou 200 kg par jour. Ah, mais voilà. Avec une rentabilité d'auto de 23%. Ok. Voilà. C'est toujours pas... On peut améliorer. Quand tu parles de rentabilité ou de rendement, c'est-à-dire quand tu prends une mangue... et que tu la mets dans la machine, c'est 23% qui ressort. C'est 23%. C'est-à-dire que avec la machine là, c'est-à-dire on met 840 kilos de mangue comme ça et on obtient 195 kg, autour de 195 kg de mangue. Ok, là tu parles de rendement. Ok, d'accord. Voilà, de rendement. Et donc c'est un peu ça. Et aussi avoir des machines par exemple, parce que si tu fais 195-200 kg par jour, ça te fait autour de 17 tonnes, 18 tonnes en 3 mois de production. Tu vas pas aller utiliser les machines qu'on utilise pour coller là. Tu as besoin d'une machine pour pouvoir mettre ça en emballage. Ces machines-là, par exemple, ça nous permettra de pouvoir mettre 30 à 60 kg, 30 à 60 sachets par heure de mangue. Maintenant, quand on finit la campagne, qu'est-ce qu'on fait avec cette machine-là? Cette machine-là, on l'utilisera en sous-traitance
puisqu'il y a des compagnies ici qui ont besoin de ça. Et comme on va faire l'ananas, ça nous permettra aussi de pouvoir empaqueter nos ananas, ce genre. Donc, on veut créer un système qui va nous permettre de pouvoir travailler sur toute l'année. Le beurre et l'huile de mangue se fait à partir du noyau de la mangue. Et donc ça aussi, ça nous permettra aussi pendant une longue période aussi de pouvoir transformer aussi. On peut pas rester pendant 3 mois et puis après 3 mois, qu'est-ce que tu fais avec les machines? Donc ça va nous permettre de pouvoir avoir un système qu'on pourra mettre ça sur une longue période. On travaille toute l'année avec ces fruits-là. Voilà. D'accord. Mais écoute, c'est très, très, très intéressant. Et comment tu fais pour écouler tes produits alors aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On a commencé par WhatsApp, par Facebook. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui réceptionnent les mangues depuis Cinématialier à Abidjan ici. Il y en a un numéro qu'on pourra donner qui est WhatsApp. Et les personnes qui passent leurs commandes à travers ce numéro-là. Maintenant, à l'intérieur du pays, il y a des personnes, par exemple à Yamsoko, on a une personne là-bas, à Ferké aussi. On a des personnes à l'intérieur du pays qui réceptionnent ces mangues-là aussi et qui achètent avec nous en gros, parce qu'on a un prix gros, et qui coulent ces mangues-là aussi là-bas. Et actuellement, on est dans des épiceries en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais on n'est pas actuellement dans les supermarchés pour l'instant. On veut entrer dans un système où on est à 60% nous-mêmes qui vendons, 40% dans les supermarchés, pour pouvoir nous aider dans notre cash flow. Parce qu'avec les supermarchés, souvent c'est compliqué, ça prend du temps pour te payer, et donc on veut avoir un cash flow. L'entreprise, vraiment, le business, c'est le cash flow en fait. C'est même pas le bénéfice, le cash flow. Et donc, on veut avoir un système où on a un bon cash flow en fait. D'accord. Voilà. Mais écoute, c'est très intéressant. Merci. Là, je vois que tu as mis en délai 1 an. Oui. Non, même pas. C'est 18 mois. Yeah. Parce que je vois juin 2022 et décembre 2023. Yeah. Donc, tu as 1 an et demi avec ça. Tu as 1 an et demi avec ça. Mais tu le vois sans sticker. Oui. Et la raison pour laquelle c'est un sticker, quand on a fait, c'est les erreurs de débutants, hein, je dis ça à nos frères qui nous suivent, qui veulent rentrer, on n'avait pas pensé au barcode, code barre, et puis à la date de péremption. Donc on a fait un paquet plus ou moins joli, mais on n'avait pas pensé à ces trucs qui étaient vraiment, vraiment importants. C'est indispensable. Voilà. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'est de trouver des stickers pour mettre dessus. Une autre erreur que j'aime à dire, qui était monumentale, c'était le numéro de téléphone. On a mis un numéro de téléphone sur le package et le numéro de téléphone, on l'a perdu. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre l'a récupéré. C'est des erreurs, mais c'est très intéressant. Moi, ça me plaît parce que à un certain moment, si ça marche, si ça se passe bien, on pourra revenir dessus et dire voilà ce qu'on a fait comme erreur. Et donc, je le dis maintenant pour nos frères qui veulent se lancer. Ça arrive. Et ça va arriver. Même le fait que je te dise là. Donc, comment tu évites ça? Comment j'évite ça? Normalement, on prend le sticker, on le met sur le numéro de téléphone. Ah oui, pourquoi on ne le voit plus? Pourquoi on ne le voit plus? Ouais. Voilà. Et le nouveau packaging qu'on a fait, vraiment, on a réglé ce problème-là, et même avec le code barre et tout ça. Mais vous avez quand même un numéro de téléphone toujours? Oui, on a un numéro de téléphone qui sera maintenant dessus. On n'aura pas besoin d'un sticker qui va remplacer ça, qui va, et puis avec le code barre maintenant qui sera déjà imprimé dessus, tout ça. Voilà. Vu qu'on y est, c'est quoi les autres erreurs que tu penses que vous avez faites depuis Bon, au début, quand on commence, tu sais, on a fait des erreurs au niveau de la machine au départ. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui nous a dit qu'il pouvait faire. Il nous a montré des machines. Je ne veux pas lui dire, c'est un business qu'il a, je ne veux pas faire de telle sorte que ça soit mal pour lui. Mais en Côte d'Ivoire, très souvent, par exemple, quand tu vas chez le mécanicien te dit non, je sais faire ça, je sais faire ça. Toujours. Ils savent tout faire. On ne sait pas tout faire. C'est OK de dire que je ne sais pas faire. Lui, sûrement, il travaille avec des gens qui font d'autres produits, peut-être manioc, des trucs comme ça. Et si tu ne fais pas de fruits, faut pas nous dire que tu sais faire. Dis que tu fais pas de fruits. Oui, c'est pas grave. Nous, on va te prendre plus au sérieux comme ça. Donc, c'était notre erreur. On n'a pas pris de contrat aussi pour dire que s'il y a des problèmes, on a signé quelque chose, mais c'était pas assez solide. On n'a pas de tampon dessus. Pas assez protégé, voilà. En fait. Donc, on n'est même pas allé après lui pour lui dire quoi que ce soit. On n'a même pas cherché, parce que ça, c'était une perte de temps. On voulait produire. Voilà. Donc, on n'a même plus appelé tout ça. Et donc, ça, c'était notre première erreur. La deuxième erreur, c'était au niveau de, tu vois, quand tu vends comme ça, il faut aussi, on essaie de pallier à ça, mais au niveau de la finance, comment ça rentre, la banque, la traçabilité, la traçabilité, il faut chercher. Parce que la première année, on a gardé quelque part, mais il y a eu des pertes aussi. Je pense que ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires, on aurait pu le faire. On a eu de grosses pertes, au niveau même à notre niveau.
C'est-à-dire au niveau de comment on attrape l'argent, qui attrape quoi, des trucs comme ça. Et donc ça, ce sont des erreurs qu'il faut regarder. Et je pense que ce sont de grosses erreurs. L'emballage, il faut s'assurer qu'on a le code barre. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si tu as des emballages transparents ou bien en carton, quand tu as code barre, tu peux rentrer même dans les supermarchés. Donc, il y a des gens qui n'ont pas les emballages qu'on a, mais qui sont dans les supermarchés. Et donc, ça, c'est primordial. Ouais, parce que vous avez tenu à faire de beaux emballages. Voilà, on a tenu à faire. L'emballage même, on voulait faire ça ici. C'est le seul produit qui n'est pas en Côte d'Ivoire, l'emballage. Et malheureusement, on n'a pas de structure en Côte d'Ivoire qui peut faire des différents types d'emballage. Voilà. Et on l'a fait en Chine. Et l'emballage aussi, on a eu un problème avec l'emballage. C'était la période de Covid. Et donc, on a accusé un retard. Si les gens se rappellent, il y a eu un moment, il y a eu un accident au niveau du canal de Suez. Oui. Et ça a eu un impact sur nous aussi. Ça a retardé la venue de nos emballages. Donc, nous, on était là. On avait mis ça dans des caissons en plastique qui étaient bien fermés hermétiquement, tout ça. Mais c'était imposé et l'emballage a pris un retard. Et donc, ça a retardé aussi nos ventes. Donc, ce sont des erreurs. Souvent aussi, ça n'a rien à voir avec, c'est des, outside influence, c'est des influences de l'extérieur. Donc, mais c'est intéressant tout ça parce que tu peux pas imaginer la joie qu'on a eue quand on a commencé à comprendre qu'on pouvait, la machine qu'on a modifiée nous-mêmes. Parce que c'était un accomplissement déjà, voilà. On a duré dessus, on a fait du tâtonnement, mais quand on a réussi à pouvoir que ça marche, on était content, quoi, voilà. Donc, Moi, je vais te demander pour l'autre côté. Ouais. C'est quoi les grandes leçons, les grandes joies, fiertés que vous avez dans le projet? Bien sûr, dans le projet, c'est au niveau des clients. Et notre deuxième fierté, c'est les salariés qui sont vraiment, on le pense, satisfaits, qui travaillent et qui aiment ce qu'ils font et qui trouvent, un intérêt commun avec nous. Je donne un exemple, par exemple. Tu sais, quand tu es salarié, tu travailles dans les limites de ce qu'on te donne de faire. Mais quand tu commences à voir que tes salariés souvent vont au-delà, ou bien travaillent et ils essaient de faire la promotion, parce que eux n'ont à venir, tout ce qu'ils ont à faire produire, ils sont payés, hein. Mais quand eux-mêmes ils demandent des sachets pour aller faire la promotion, pour aller sur TikTok, ou bien pour aller sur Instagram, ou bien Facebook, pour présenter même le produit qu'ils font, ils n'ont pas à faire ça. Et donc c'est intéressant. Aujourd'hui, on a eu des difficultés au niveau d'un barrage qui nous avait bloqué nos marchandises. Et la solution est venue de celle qui a expédié la marchandise. Donc, elle a pu trouver une solution, elle a pu appeler pour présenter ses excuses, pour demander pardon, pour qu'on nous laisse acheminer nos produits. Et donc, nos salariés sont dynamiques, ils travaillent et ils vont au-delà de ce qu'ils font. Et ça, c'est notre deuxième, satisfaction. Le fait qu'on commence à se faire connaître, le fait qu'on commence à grandir, même au niveau de nos chiffres, au niveau de nos ventes, on nous appelle maintenant depuis le Canada, depuis l'Angleterre, depuis les États-Unis. C'est quand nos membres vont venir, on a besoin de nos membres. Ça, c'est une satisfaction aussi qu'on a et voilà, quoi. On est content. Et comment tu fais pour expédier? La première année, comment j'ai fait pour faire partie aux États-Unis? J'étais venu, tu sais, tu as droit à 2 sacs. De 23 kilos. Donc, moi, j'ai laissé mes habits ici. Voilà, donc j'ai mis mes manques dans mes habits. Ça fait 23. Ils m'ont pas emmerdé, en tout cas, à la donne. Mais j'ai fait ça. Et en plus de ça, j'ai ajouté 2 autres. Donc, on a fait ça. Donc, c'était un investissement. Vraiment, tu avais 100 kilos. C'était pour vraiment faire connaître. Voilà, donc je suis parti avec des sacs. Et on a fait comme ça, hein. On a fait pour ne pas avoir à payer extra pour la fête, trucs. Mais on vend aujourd'hui dans des épiceries là-bas. On est en contact aussi avec des personnes qui peuvent recevoir beaucoup. Mais pour pouvoir recevoir beaucoup, il faut produire beaucoup. Donc quand tu vas avec 5000 sachets, ça ce n'est rien pour des structures, de grosses structures. Il faut avoir des tonnes. Parce que on a reçu un appel de l'Angleterre pendant les vacances là, il y a quelques mois, qui nous disait qu'ils voulaient 3 tonnes. 3 tonnes de menthe séchée. Bon, c'est comme ça là. On est là, on dit, hey, voilà. T'as pas la force de voilà, ça. je n'ai pas la force pour l'instant. Mais on travaille à ça. On veut aller vers ça. On veut voir grand. Il y a la place pour tout le monde. La raison pour laquelle on est ouvert. On parle à nos jeunes qui veulent vraiment s'intéresser à ça. Il y a des gens qui peuvent transformer ici. J'ai découvert il y a je suis participé à un panel de l'UNICEF là. J'ai découvert qu'il y a une école ici qui forme des jeunes qui peuvent transformer en beurre, qui peuvent transformer on peut travailler avec ces personnes là, donner de l'emploi. Et travailler avec ces jeunes. Eux-mêmes à un certain moment, ils vont se lever, faire leur entreprise. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des chiffres qui montrent actuellement qu'il y a une croissance au niveau mondial, au niveau de la consommation, au niveau du déshydraté.
ça se consomme partout dans le monde. Il y a des gens qui ont la culture. Donc, moi, dire ça, parce que quand tu me dis ça, souvent on dit, ah, mais bon, tu dis là, les gens vont prendre, ils pas pour nous. Tout le monde, il y a de la place pour faire. Il y a de la place pour satisfaire tous les marchés. Donc, il y a forcément des choses que nous, on va pouvoir proposer que l'autre n'aura pas. Mais il peut produire ses mangues séchées aussi. Il peut produire plus que nous. Et il y a la place. Moins de 2% de transformation, vraiment, on peut faire mieux. Et c'est pas la mangue seulement. L'ananas aussi. À un certain moment, on était top 5 ou bien top 5 dans les années 60 au niveau de l'ananas. Right? Aujourd'hui, il y a le Bénin qui est en train de nous prendre avec le pain de singe. J'appelle ça pain de singe au niveau de l'ananas, qui est un peu plus sucré. Mais l'ananas, on le fait à Yamsoko, on le fait à Beaunois. On peut faire beaucoup encore. En plus de ceux qui transforment, qui font de manière industrielle en Côte d'Ivoire, les jeunes peuvent rentrer dedans. Et il y a plein de... La mangue, on peut faire en poudre, on peut faire en concassé pour le mettre séché en concassé pour le mettre sur du yaourt nature. On peut faire du cuir avec de la mangue. J'ai découvert ça aux Pays-Bas, je crois, ils font ça. On peut faire tellement de choses. On peut faire de la purée, on peut faire du compost, on peut faire de l'engrais, on peut faire beaucoup de choses avec la mangue. Et si on peut faire ça avec la mangue, imagine l'ananas, d'autres fruits encore qu'on peut faire en Côte d'Ivoire comme ça. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci. Je pense que les gens saisissent davantage les opportunités qu'il y a Bien sûr. derrière les fruits qu'on jette. Parce qu'au fond, tu l'as dit, 60% de notre production, malheureusement, est perdue. Bien sûr. Et dans les 40%, on ne transforme que 2%. Ouais. Donc, autant dire qu'il y a un vaste marché là-dedans. Bien sûr. Un vaste marché de consommateurs africains aussi. Et c'est une très bonne initiative. Donc, nous, on t'encourage, on te souhaite de grandir. J'espère que la prochaine fois, on pourra tourner la vidéo depuis ton usine. Bien sûr. Pour voir aussi comment vous travaillez sur place, et ainsi de suite. Mais on voulait profiter du fait d'être à Abidjan à deux pour faire cette interview. Donc, beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup. Et j'espère que l'interview va te donner davantage de visibilité. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Thank you very much. Yep.